Dans cette bande dessinée humoristique, François Peyotte annonce avec enthousiasme qu'après 24 ans de thérapie psychanalytique, il est enfin guéri. Il raconte les différentes étapes de sa thérapie, depuis sa recherche de Dieu jusqu'à sa dépression et sa rencontre avec son psychanalyste, qui l'a convaincu que Dieu n'existait pas et que son idéal était inaccessible. François se tourne ensuite vers la femme, en essayant de changer sa belle-mère, mais son psychanalyste réussit à faire de lui un misogyne. Plus tard, François comprend que son psychanalyste veut le transformer en homosexuel, mais il réalise que tout ce problème vient du fait qu'il a arrêté de fumer il y a 24 ans. Il conclut en disant que son psychanalyste ignorait ce fait, mais que son coiffeur et peut-être Bernard de Montréal en étaient conscients. La conversation se termine sur une note légère, avec François demandant à Bernard s'il fume et celui-ci répondant affirmativement, ce qui confirme la théorie comique de François. Lors d'une entrevue, l'humoriste BDM partage son avis sur l'état du monde. Selon lui, la situation se détériore chaque jour. Pour lui, le monde se divise en deux catégories, le bon monde et les garagistes, avec qui il a souvent des problèmes de communication. Il constate que les pays les plus beaux sur le plan naturel sont souvent mal organisés politiquement et socialement. Il mentionne notamment le Mexique, le Brésil et le Costa Rica. BDM explique que ces peuples ont été influencés par la télévision et ont vu la vie occidentale, ce qui a créé des désirs et des inégalités. Il raconte ensuite une expérience personnelle à ce sujet, sans donner trop de détails. Par la suite, l'intervieweur évoque des clichés de société nord-américaine pour parler de la réalité actuelle, mais BDM interrompt pour exprimer son intérêt pour l'humanité de demain et la façon dont elle vivra. Il critique le fait que les individus se soient vendus à la société et aient perdu leur identité. Assujettis au conditionnement social. Selon lui, si les gens comprenaient les lois de la vie et vivaient de manière intelligente, il serait possible de bien vivre, même dans des pays civilisés comme le Canada. Dans cette synthèse, on discute du besoin pour l'homme de comprendre les nouvelles lois de son évolution afin de vivre pleinement dans les sociétés modernes. Cependant, cela nécessite de ne pas devenir un serviteur de la société. L'idée est que l'homme doit utiliser son intelligence créatrice pour ne pas être asservi par son mental égoïque, qui est affaibli et assujetti aux forces extérieures. L'auteur affirme que les hommes qui ont évolué vers une conscience supérieure peuvent tirer avantage des avantages de la société moderne pour renverser la vapeur et vivre de manière épanouissante. Il parle également de la possibilité de créer des micro-sociétés, où des hommes conscients se regroupent pour reconstruire un mode de vie basé sur de nouvelles lois mentales. En réponse à une question sur les critères de sélection de ces micro-sociétés, l'auteur explique qu'il y a une affinité naturelle entre les êtres conscients qui se reconnaissent mutuellement. Les barrières psychologiques de l'ego disparaissent, permettant une collaboration créative. Il utilise l'exemple d'une table de 8 personnes où chacun possède quelque chose à offrir à la conscience humaine créative. En s'associant, ils peuvent accomplir des choses qu'ils seraient incapables de faire seuls. L'auteur compare ce modèle de micro-société à celui des groupes ethniques, notamment les Juifs, qui ont historiquement montré une entraide mutuelle malgré leur situation parfois précaire. Dans cet extrait, le conférencier explique que l'homme conscient de demain sera capable de dépasser les stades de la personnalité pour entrer dans le développement de la personne. Il compare cet homme nouveau à un juif, soulignant la solidarité et l'entraide puissante qui existent entre eux. Selon lui, l'homme nouveau devra éliminer la pauvreté de sa micro-société, car celle-ci est une insulte à l'intelligence humaine et une entrave à la créativité. Il affirme que la pauvreté est utilisée par les forces occultes pour maintenir l'humanité sous leur domination. Le conférencier explique que l'homme nouveau sera capable de briser ce joug et de devenir créatif en comprenant les lois de la vie et en développant son mental. Il souligne que dans la conscience supramentale de l'avenir, il n'y aura pas de système de valeurs subjectives ou objectives, mais simplement de l'énergie créative. L'homme conscient vivra psychiquement sa conscience et sera indépendant des valeurs imposées de l'extérieur. Dans cette discussion, il est question de l'honnêteté de l'homme et de la notion de bien et de mal. Selon BDM, le système de bien et de mal est relatif et dépend des aspirations de pouvoir de l'humanité. Il affirme que l'homme n'a pas besoin de se référer à une polarité de bien et de mal s'il vit dans une conscience universelle et qu'il a la capacité de faire la synthèse des deux notions. Le mal est le résultat de l'ignorance de l'homme et lui est imposé de l'extérieur. BDM soutient qu'il n'existe pas de modèle absolu pour cette nouvelle conscience créative de l'homme et que l'avenir ne peut être compris que dans sa formulation psychique à partir d'une connexion intérieure, en étant conscient des lois de l'énergie.
Il précise également que l'homme avance sans terrain sous ses pieds et que le terrain apparaît au fur et à mesure qu'il avance. Ainsi, l'homme nouveau ne peut pas se baser sur un modèle préexistant mais doit créer son propre chemin. Le passage parle de la conscience expérimentale de l'involution et de la conscience créative de l'évolution. Il affirme que ceux qui vivront cette conscience réaliseront que lorsque la conscience créative s'actualise, de nouvelles opportunités se présentent. Cela amènera les gens à prendre conscience de leur esprit et à cesser de vivre dans leur conscience égoïque et égocentrique de l'involution. Cependant, l'intervenant explique que l'indifférence croissante dans le monde est une conséquence du mensonge propagé par les idéologies, religions et philosophies de l'involution. Il affirme que les gens commencent à se retourner contre cette connaissance de l'involution et à se concentrer sur leur propre nombril. Cela se manifeste par un éveil des individus qui réalisent que les pouvoirs et les systèmes actuels ne peuvent pas les satisfaire. Elle soutient que l'homme sera obligé de se recentrer sur lui-même, de se connecter à son intelligence et d'abandonner les anciennes croyances. Cela ne créera pas une révolution violente, mais plutôt un réveil silencieux qui se fera par l'intégration individuelle. Ce réveil créera une nouvelle conscience qui revitalisera les anciennes croyances et systèmes, car les pensées créatives de l'homme nouveau apporteront des réponses infinies aux questions de l'humanité involutive. Dans cette discussion, R explique l'évolution des races racines de l'humanité sur Terre. Il mentionne qu'il y aura une 6e race racine qui succédera à la 5e, et ensuite une 7e race racine marquant la fin de l'évolution de l'humanité dans un corps matériel. Il y a aussi une mention de l'évolution jupitérienne et d'une nouvelle forme d'évolution. Le discours se tourne ensuite vers les progrès scientifiques, qui sont vus comme une double face. D'un côté, ils promettent beaucoup, mais de l'autre, ils génèrent de la pollution et des problèmes. L'orateur souligne que la science sur Terre est contrôlée par les forces arimaniennes, qui sont liées à la matière et à l'évolution, mais ces forces peuvent aussi piéger l'humanité. Il explique que tant que l'homme ne comprendra pas la mécanique occulte de son mental, il sera illusionné en pensant que ce qu'il crée est le fruit de son ego, de sa pensée créative. En réalité, l'homme n'a pas accès à la source de sa créativité tant qu'il n'aura pas suffisamment de lumière pour comprendre les conséquences scientifiques de ses actions. L'orateur mentionne que les forces arimaniennes sont liées aux forces lucifériennes et se concentrent sur la matière et la science, ce qui rend la science si fascinante pour l'homme qu'il en devient prisonnier. Il avertit que tant que l'homme ne connaîtra pas les conséquences à long terme de ses actions scientifiques, il ne sera pas un véritable scientifique dans le sens cosmique du terme. En conclusion, R souligne les dangers de la science si elle n'est pas maîtrisée et utilisée avec sagesse. Il suggère que l'humanité doit acquérir suffisamment de lumière pour comprendre et reconnaître les conséquences de ses actions scientifiques. Le texte explique que l'évolution scientifique a conduit à des avancées significatives, mais a également engendré des problèmes, notamment la destruction des forêts et des problèmes environnementaux. Il souligne que l'âge d'or, où l'humanité aura un mental supérieur et sera capable de se libérer des forces involutives, ne fait pas partie des forces évolutives actuelles qui dominent. Les hommes qui se tournent vers des sectes religieuses ou occultes font partie d'une expérience spirituelle, mais doivent se détacher de l'involution pour parvenir à l'intégration de leur énergie. Le potentiel de fusion en chaque être humain est mentionné, soulignant que l'union des facteurs créatifs dans le monde et la création d'une nouvelle conscience seront nécessaires pour contrer les forces involutives. L'évolution de l'humanité et le partage de l'intelligence permettront à une nouvelle science basée sur le cerveau éthérique de remplacer la science cartésienne actuelle. Finalement, le texte affirme qu'il est important de comprendre et de respecter les lois rigoureuses de l'évolution pour assurer la survie de l'humanité. L'évolution de l'humanité implique le développement d'une conscience mentale suffisamment grande pour que l'ego prenne conscience de son origine. L'homme doit se perdre pour se former et se questionner sur ses origines afin de pouvoir les manifester et les créer. Pour contrôler les deux plans du mental, inférieur et supérieur, il faut que le mental inférieur prenne conscience du plan supérieur. Cependant, cela peut susciter de la peur et de l'égocentrisme, ce qui peut conduire à des erreurs, à l'ouverture des centres psychiques et à la manipulation par des entités. La psychanalyse s'est arrêtée à la découverte de la zone tampon entre le mental inférieur et supérieur, sans comprendre sa fonction et son origine. On n'a pas non plus compris le rôle du rêve comme forme de communication dans cette zone tampon entre lumière et ténèbres. Dans cette synthèse, il est expliqué qu'un être humain peut vivre une coexistence à la fois cosmique et planétaire. Il a la capacité de vivre au niveau du plan mental, de connaître ses rêves et d'y trouver de l'information au-delà du symbole. Cependant, il y a un problème, l'ego, qui est
Conditionné à une pensée égocentrique, rend difficile pour lui de vivre la conscience impersonnelle. Il est important de réaliser que le jeu dans le mental fait partie de l'inconscience planétaire, tandis que le rêve est une zone entre la mémoire personnelle et universelle de l'humanité. Il existe également un niveau mental cosmique, qui n'est pas lié à l'expérience humaine, mais qui est sa source. L'évolution de conscience permettrait à l'homme de fusionner son esprit, son âme et son ego, lui, permettant de comprendre les lois de la vie et de l'ego, ainsi que d'accéder à une intelligence plus profonde. La question de l'invisibilité des forces hostiles à l'homme est abordée. Il est expliqué que si l'homme avait un contact avec son mental supérieur, ce problème d'invisibilité ne se poserait plus, car ce contact définirait sa réalité et lui permettrait de connaître les lois de l'invisible. La communication avec le double, qui est une communication radiophonique, permettrait à l'homme de se rapprocher psychiquement de l'invisible et de passer d'un plan matériel à des plans éthériques et astraux. Enfin, il est souligné que les forces hostiles ne se révéleront pas tout de suite comme étant le double ou Satan, mais commenceront par établir un dialogue et donner des signes de voyance ou de prescience. Il est donc important d'être vigilant dans ces interactions avec les forces invisibles. Dans cette conversation, il est affirmé que les êtres humains sont naïfs et ont toujours confiance, ce qui les pousse à s'aventurer dans des domaines inconnus sans en connaître réellement les dangers. Il est souligné que la religion peut offrir une protection et un cadre moral à l'homme, contrairement aux sciences occultes qui peuvent être manipulées par des forces astrales malveillantes. Les personnes qui s'engagent dans ces études occultes risquent de perdre le contrôle de leur mental et de commettre des actes graves. Ainsi, il est conseillé à l'homme de rester dans le cadre religieux où il est psychologiquement protégé, plutôt que de se aventurer dans les domaines occultes où les dangers sont mal compris.